521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur 2 nouveaux programmes du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario avec sa présidente directrice générale, Mme Jacinthe Desaulniers. Elle nous donnera plus de détails sur les merveilleux projets de ce réseau. Je vais aussi m'entretenir avec le conseiller municipal Mathieu Fleury à propos de son implication dans la célébration des jardins communautaires cette année. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et aujourd'hui, Dania a décidé de nous parler de la santé mentale au travail. C'est tellement important de continuer d'en parler de ce sujet-là, Dania. Oui, absolument. Ben, comme tu le sais, la santé mentale, pour moi, en tout cas à mes yeux, c'est partout. Et étant donné qu'on passe beaucoup de temps au travail, ben, on fait pas exception à ça. Puis aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est vraiment un aperçu d'un programme de formation qu'on donne depuis plusieurs années déjà, qui provient du bureau provincial de l'Association canadienne pour la santé mentale, mais qui est livré au niveau national. Cela dit, chaque succursale de la CSM, l'Association canadienne pour la santé mentale, peuvent offrir des ateliers qui sont propres à leur région, localement, selon les besoins des employés ou des employeurs qui en font la demande. Alors, pour toi, la santé mentale au travail, à quel point que c'est important? Mon Dieu, c'est important dans le sens où, premièrement, pour offrir un meilleur service, pour offrir de meilleurs soins, pour offrir de meilleurs conseils ou informations à la clientèle, il faut que la personne qui est responsable de transmettre ces informations-là soit bien dans sa peau. Hein? Il faut que son milieu de travail soit sain aussi. Et peu importe son niveau, son poste, ses rôles, tout le monde en milieu de travail peut bénéficier d'une meilleure sensibilisation, d'une meilleure information et compréhension face à la santé mentale pour finalement contribuer à produire, à créer un climat de travail qui est sain. Donc, les ateliers font partie de la solution pour augmenter la qualité de vie au travail. Puis ça a un impact direct, positif sur justement le rendement des gens, des employés, sur le travail d'équipe aussi, l'inclusivité, l'aspect participatif aussi de l'entre-genre, des relations interpersonnelles qu'on peut avoir avec nos collègues. Donc, ça a toute sa force. Et ces programmes de formation sont ciblés vers les employés de première ligne, les employés de soutien, aussi les gestionnaires et les superviseurs. J'ajouterais le personnel de ressources humaines, évidemment, et puis les représentants syndicaux, s'il y en a dans, quelle que soit la taille de l'organisme ou du groupe qui font la demande pour ces formations-là. J'aime bien que tu en parles de ces différents, ces différents niveaux de l'organisme, parce que quand on parle de santé mentale au travail, c'est un peu comme si ça pesait sur le poids des employeurs, des gestionnaires, que ce soit eux qui donnent ce service à leurs employés pour avoir un meilleur rendement, mais c'est à tout le monde, c'est tout le monde que ça inclut en fait. Absolument, absolument. Les superviseurs, les gestionnaires, évidemment, jouent un rôle important dans la réussite des employés. En augmentant leurs connaissances et en leur offrant des outils pour améliorer leur approche, pour promouvoir des conversations efficaces, même si le sujet pourrait être difficile pour certains. C'est important, puis ça a tout son pesant d'or. Et on le voit d'ailleurs dans les résultats de satisfaction des participants.
Un exemple que je pourrais te donner de certaines conversations qu'on peut avoir comme moi j'ai témoigné parce que j'offre cette formation-là aussi, c'est parfois les programmes d'aide aux employés, parce que la nature de ces programmes-là sont confidentiels. C'est pas... des fois, les employés vont s'empêcher de transmettre le fait que, finalement, le service ne répondait pas tout à fait à mes besoins. Ou, à l'inverse, l'employeur, les gestionnaires pourraient ne pas savoir justement à quel degré est-ce que les besoins sont comblés ou ne sont pas comblés. Dania, je vais te garder avec moi pour parler de comment combler ces besoins-là pour les employés. Et on va en parler après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Cette semaine, c'est mon bon ami, M. Laurent Glaude, qui vient nous voir. Il va nous parler du job de Sirville. Fait que j'espère que vous allez venir par chez nous pour entendre ça. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours aux différents programmes de formation en santé mentale au travail offerts par l'Association canadienne pour la santé mentale. Et toujours avec moi, Dania Versailles. Et Dania, avant la pause, tu parlais de comment les employeurs pouvaient essayer de cibler les besoins des employés pour aller chercher ce genre de formation-là. Oui, donc ces ateliers-là sont très dynamiques et interactifs et donc ça peut laisser place à des conversations qui normalement n'auraient pas lieu par la nature confidentielle de certains programmes qui peuvent être offerts aux employés. Donc ça, c'est la beauté des formations. Aussi, du côté des employés, participer à ces formations-là leur permettre aussi d'adresser les préoccupations qu'ils pourraient avoir, soit pour eux-mêmes ou pour leurs collègues de travail qui ont dû s'absenter et qui retournent tranquillement au travail. Donc, voilà, c'est ça. Donc, le programme Santé mentale au travail ou Mental Health Works en anglais, les objectifs diffèrent d'un atelier à un autre, la durée, les coûts aussi. Donc, c'est vraiment lors de la demande de service ou de formation, lorsqu'on fait une évaluation du besoin pour savoir quel besoin la personne cherche ou l'employeur cherche à rencontrer, qu'on pourra partager ces détails-là. Et puis là, je remarque qu'on en a parlé même avant d'entrer en ondes. Il y a plusieurs formations, ou je vais dire plusieurs programmes. Et puis, je me demande comment vous constituez ces programmes-là, parce que d'un côté, on parle d'humeur et de dépression, d'un autre, le stress et l'anxiété. J'ai rapport que tout ça est un peu lié. Pour moi, c'est un peu lié, mais vous les faites séparément. Oui, on les fait séparément parce que les approches peuvent être différentes, les conversations aussi, évidemment. Donc, oui, comme menu, pour en nommer quelques-uns, j'ai mentionné humeur, dépression, stress et anxiété. Il y a aussi consommation de substances,
psychoactive ou dépendance, la pleine conscience, comment mieux faire le télétravail ou comment mieux travailler de la maison, maintenant que certains employeurs vont adopter cette façon de travailler de façon à long terme. Et pour un exemple très récent, on a mis sur pied un nouvel atelier présentement qui s'appelle « Gérer les transitions, réintégration dans les espaces de travail partagés ». Donc ça, c'est vraiment parce que plusieurs personnes vont retourner dans leur milieu originel de travail. On sait que pendant la durée de la pandémie, l'incertitude, l'imprévisibilité nous ont demandé de nous adapter et ça va continuer aussi. Et donc, pour cet atelier-là, l'objectif vraiment, c'est de mieux comprendre le processus de changement, comment s'adapter, comment gérer les incertitudes, les émotions et les sentiments aussi qui peuvent émerger parce que maintenant, il faut renouer nos relations de travail. Parfois, il faut en bâtir de nouvelles parce que les personnes ont continué d'être embauchées. Donc, là, on se voit à rencontrer de nouvelles personnes. Et puis aussi, certains employeurs vont adopter une structure hybride de travail. Donc, ça demande une adaptation aussi. Donc, ça, c'est l'exemple pour cet atelier-là. S'il reste encore du temps pour parler d'un autre atelier. Oui. En parler, oui. OK. Donc, l'autre atelier aussi dont j'aimerais parler, c'est celui qui porte sur la consommation de substances psychoactives et de dépendance. Là, on va offrir aux participants une démarche, une approche pour adresser les problématiques qui pourraient survenir. Donc, la prise de conscience, comment répondre aux besoins, comment commencer une conversation, comment maintenir la conversation pour les personnes qui sont directement impliquées et aussi pour le reste des employés. Parce que peu importe ce qui se passe, lorsqu'un membre de l'équipe est affecté, c'est l'ensemble de l'équipe qui va être affecté indirectement parfois. Et aussi, on propose des façons de collaborer avec les personnes qui sont directement reliées à la situation difficile à gérer. Puis des fois, c'est pas si difficile que ça, mais il s'agit de commencer la conversation. C'est ça qui est le plus difficile. Puis de collaborer aussi avec l'ensemble du personnel pour mieux accéder aux services qui sont offerts, qui sont déjà à la disposition des gens en milieu de travail. Et parfois, ce sont les services qui sont déjà à la disposition des employés ne sont pas connus parce que c'est pas tout le monde qui en parle. Parce que souvent, les problèmes de santé mentale, ce sont encore des choses qu'on garde en secret, en cachette, à cause du tabou et du stigma associé à ça. Je pense que c'est un beau cadeau que vous faites aux différents organismes ou bien même entreprises qui vont accéder à ces programmes-là, parce que ça va créer un sentiment d'appartenance. L'employé ou bien, je ne sais pas, l'employé ou l'employeur même va se sentir écouté, vu et puis compris aussi. Comme ça aide à mieux, ça aide à la performance, je vais dire ça comme ça. Donc, en gros, Dania, pour les gens qui veulent accéder au programme, ils vont vers vous. Ils font une évaluation, on établit un diagnostic et puis ensuite de ça, on leur propose une formation qui pourrait les aider, si j'ai bien compris. En fait, oui, il s'agit d'un diagnostic en termes de besoins, pas un diagnostic clinique. Oui. Donc, on se rend sur le site web de l'association. Selon la langue qu'on choisit, il va y avoir l'onglet « Formation » ou « Éducation ». Et de là va défiler un menu de formation et on clique sur « Santé mentale au travail ». C'est là qu'on va trouver l'hyperlien pour faire une demande de formation et l'équipe de formation continue professionnelle va entrer en contact avec vous. Puis, à partir de cette page-là aussi, on y trouve le numéro de téléphone pour appeler directement ou le courriel à accéder pour en faire une demande puis explorer. Puis des fois, on se rend compte avec les conversations qu'il y a plus d'un besoin à combler et les gens sont à l'aise de le faire. Maintenant, avant la pandémie, on offrait la formation en présentiel. Maintenant, on se prépare pour reprendre ceci, probablement d'ici septembre, sinon un petit peu plus tôt. C'est sûr que nos formats virtuels vont demeurer parce qu'on peut rejoindre encore plus de gens. On n'est pas limité par la géographie. Oui. Puis, le modèle hybride, on est en train de tester
ces temps-ci pour mieux se préparer puis combler tous les besoins. Merci beaucoup, Dania, pour ces informations. On va inviter les gens à aller regarder les informations concernant ces différents programmes-là sur le site Web. Au plaisir de se reparler une prochaine fois. Au plaisir, bye-bye. Alors, pour vous autres à la maison, surtout pour les employeurs, pour avoir accès à ces différentes formations, www.ottawa.cmha.ca, c'est là que vous allez aller dans l'onglet Programme et vous allez avoir accès à toutes ces formations dont je viens de parler avec Dania Versailles. Vous regardez, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur le 25e anniversaire des Jardins communautaires d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les porte-clés que j'avais égarées. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. On se retrouve au même carrefour, malgré les nombreux détours. On s'en retourne aux vieux amours, malgré le tranchant de leur contour. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. Si par mégarde ou par malheur, les jours... De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous avons un invité de la ville d'Ottawa, le conseiller municipal Mathieu Fleury. Avec lui, on va discuter du 25e anniversaire des Jardins communautaires. Mais avant de parler de ça, Monsieur Fleury, j'aimerais qu'on reparte un peu sur ma conversation de tout à l'heure. On parlait de santé mentale avec ma première invitée. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à garder votre équipe pour avoir une santé mentale correcte durant toute cette pandémie-là? Pas évident, vous le savez sans doute que tous les bureaux politiques ont eu, autant que les entreprises, autant que les résidents, énormément de défis dans les 2 dernières années. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'on fait notre travail au quotidien comme élus. Les services de la ville demeurent, même si les gens ont été à la maison. Puis, il y a toute la lourdeur de la pandémie, là, que ce soit où aller se faire dépister, la vaccination, l'accès à la vaccination. Donc, pas évident, une période. Moi, ça fait plus d'une décennie que je suis en politique municipale. Puis, les 2 dernières années ont été les plus lourdes. C'est difficile pour nous comme élus, c'est difficile pour notre équipe, parce qu'évidemment, c'est difficile dans la société. Donc, on est un reflet un peu de ces impacts-là qu'on peut vivre au quotidien. Mais cela dit, on a poursuivi sur des beaux projets. Dans ma communauté, par exemple, à travers la pandémie, il y a eu le début des travaux sur le chemin Montréal. Donc, c'est un des plus gros projets que la ville a présentement. On refait une rue principale, débutant à la rue Rideau, là, au pont Cummings, jusqu'à Saint-Laurent. Alors, c'est une section de 2,1 km. Donc, quand on pense quel genre de choses ont eu lieu durant la pandémie, mais c'est un exemple concret où les services municipaux tels que la reconstruction des conduites d'eau, des égouts, mettre
fils électriques en souterrain, refaire une rue, se sont poursuivis. On a aussi refait des parcs à travers cette pandémie. Donc, particulièrement dans Vanier, on a une parcelle d'espace vert le long de la rivière Rideau, au sud du chemin Montréal, donc entre Vanier et Overbrook, un parc qu'on appelle le parc riverain, qui a vécu une revitalisation de plusieurs millions de dollars. Puis ça, c'est comme élu, moi, ce sont parmi les projets les plus visibles. Les gens peuvent vraiment voir ce que l'on fait. On fait beaucoup plus que ça, mais quand on revitalise un parc, quand on revitalise une rue principale, quand on voit ces investissements-là, c'est quelque chose de concret. Les gens peuvent le vivre, peuvent le voir, puis peuvent voir vraiment si la ville prend un élan vers où ils recherchent. Puis je pense que, d'après moi, je suis un petit peu biaisé, mais c'est sûr que je vois vraiment de belles améliorations avec ces deux projets. Est-ce que par rapport à la construction sur le chemin Montréal, les différentes manifestations qui se sont passées dernièrement n'ont pas causé un petit retard ou on est bon dans les délais? Non, honnêtement, même durant la période de pandémie, quand tout le monde était à la maison, une des industries qui a pu poursuivre, c'est l'industrie de la construction de bâtiments, puis construction de rues. Donc, le gouvernement provincial, dans ce cas ici, n'a pas mis de restrictions, ce qui a permis vraiment de prendre de l'avance parce que l'achalandage sur le corridor au niveau des véhicules était moindre. Donc, beaucoup plus d'opportunités d'avancer. Donc, habituellement, ce genre de projet-là, d'envergure comme celui-là, prennent du retard. Dans ce contexte ici, il n'y a pas eu de retard. Alors, on est au même cible qu'où on a été. Les impacts de l'occupation illégale qui a eu lieu au mois de fin janvier, puis presque tout le mois de février, c'était vraiment plus concentré à l'ouest de l'avenue King Edward, tout près de la colline parlementaire, il y a eu des gros impacts sur la rue Rideau, puis sur le marché particulièrement. Et puis, c'est vraiment très intéressant. Je ne le dis pas pour quoi que ce soit, mais ça se voit sur les réseaux sociaux, ça se voit sur le site web. Vous faites tout pour rester vraiment très en contact avec les gens de votre communauté parce que vous êtes un fier habitant du coin. Donc, vous le montrez, vous faites des projets qui, je pense, nourrissent carrément les gens de votre circonscription. Comment ils le reçoivent? Ah ben, c'est un couteau à deux tranchants. Plus on est accessible, aussi plus on vit les réalités. C'est ça. Puis dans mon contexte, je suis pas assis sur mes mains. Je suis toujours debout à l'œuvre, en train de me rouler les manches, puis aider les résidents à avancer les dossiers à la ville. Donc, c'est pas toujours évident. Les médias sociaux amènent cette proximité-là, mais cette proximité-là aussi peut avoir un impact difficile parce que certaines des interactions, surtout en 140 caractères, peuvent être très éphémères. S'il n'y a pas de suivi, par exemple, par téléphone ou par courriel, par la suite, c'est difficile pour un résident et même un élu de se sentir satisfait ou d'obtenir la résolution. Je pense que c'est là où, parfois, il y a une petite faiblesse au niveau des médias sociaux. On met quelque chose sur les médias sociaux, puis automatiquement, on pense que ça se règle. Malheureusement ou heureusement, tout dépendant où on se retrouve, il y a des éléments plus formels. Hein? Quand, par exemple, on voit un nid de poule, c'est la saison des nids de poules. On ne peut pas assumer que la ville le sache, donc on doit appeler le 311. Puis c'est ça, les gens, souvent, on va sur un tweet ou sur un message Instagram, puis on pense que ces enjeux-là se résolvent. On essaie d'engager les résidents à travers cela, mais souvent, les résidents trouvent la proximité, la facilité des médias sociaux comme un item de résolution. Moi, je donne souvent l'exemple du McDonald's. Quand on entre chez McDonald's, on fait une commande au bureau d'entrée. On va pas chercher une frite dans la cuisine. C'est un petit peu ça l'enjeu des médias sociaux. C'est comme si on essayait d'avoir un repère dans la cuisine, tandis qu'il faut vraiment faire une demande officielle à la ville, passant par un courriel ou une plainte officielle au 311. Puis nous, comme élus, c'est pas qu'on n'est pas un centre d'appel, on ne l'est pas, mais nous, quand le système faillit quand le résident a fait tous les efforts pour soumettre la demande, pour faire la plainte, là, on est là, nous, pour aider le résident, mais aussi comprendre, OK, qu'est-ce qui a mal été dans le processus pour que ça ne se réplique pas, pour que la prochaine fois, le résident, la résidente puisse faire une plainte puis obtenir le résultat qui était escompté.
Si je reviens un peu sur le concept des médias sociaux, je vois que c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé par votre équipe et par vous pour vraiment encourager les entreprises locales de votre circonscription. Et là, je dirais chapeau parce que si on passe sur le site web même tout de suite, là, on va voir que vous continuez encore de les soutenir. Oui, quand on revient il y a 2 ans, beaucoup de gens recherchaient de l'information juste pour la livraison, par exemple, d'aliments ou de nourriture préfaite. Donc, on se retourne on dirait, il y a un siècle, mais il y a 2 ans, on était pris dans notre chez-soi, mais on voulait avoir accès aux épiceries et tout ça. Donc, on informait les gens des services qui étaient disponibles auprès des petits commerçants. Évidemment, les commerçants se sont ajustés. La plupart se retrouvent maintenant en ligne. La plupart font des livraisons. Mais ça peut signifier bénin, mais c'était très sérieux au début, surtout pour les aînés. On se souvient, les aînés de 75 ans ou plus, on leur demandait de vraiment rester à la maison. Puis pour plusieurs, ils voulaient respecter ça, mais s'il n'y a pas des livraisons d'épicerie ou s'il n'y a pas des livraisons de la part de la pharmacie, c'est un des facteurs qui était limitant à l'époque. Donc, on se retrouve aujourd'hui en vraiment une différente période. À Ottawa, on a célébré le 14 mars dernier la Saint-Valentin 2.0 parce qu'évidemment, par l'occupation illégale qui a eu lieu dans notre ville, on a manqué cette période-là. C'était important pour les familles, pour les couples de célébrer la Saint-Valentin, mais il y avait aussi un apport économique pour les petites entreprises, particulièrement les restaurants de la zone du marché Bail et puis de la rue Beechwood qui pouvaient en profiter. Beechwood, chemin Montréal-MacArthur, qui pouvaient en profiter pour cet apport économique-là le lundi 14 mars, qui était au même moment, en fait, compte que le congé du mois de mars. Donc les familles puis les couples avaient peut-être un petit peu plus de temps. Je vais vous garder avec moi, M. Fleury. Et puis après la pause, on parlera de cette fameuse implication-là dans la célébration de l'année du jardin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue toujours ma belle discussion avec M. Fleury, conseiller municipal dans le Rideau-Vanier. Et M. Fleury, là maintenant, on va parler de votre fameuse implication là dans la célébration des jardins communautaires. Tout d'abord, là, j'aimerais savoir si les gens de votre coin, là, ils aiment beaucoup le jardinage. Oui, à plusieurs égards. Puis vous savez, moi j'étais l'élu qui a chapeauté devant le conseil municipal que la ville a déclaré 2022 comme l'année du jardin. Et puis récemment, la colline parlementaire a fait de même. Donc maintenant, l'année du jardin, c'est à travers le pays, ce qui est super. Au niveau local, il y a plusieurs éléments. Il y a l'élément individuel chez soi. Qu'est-ce qu'on fait pour
être actif, parce que c'est un des éléments. Qu'est-ce qu'on fait pour notre environnement? Puis il y a énormément de gens qui ont des jardins dans leur parterre en avant de chez eux, dans leur cour arrière. Même ceux qui habitent dans les bâtiments, dans les tours, parfois il y a des espaces communs ou même sur des balcons, puis les gens aménagent ces espaces-là qui peuvent être des petites aires de plaisir, des petites aires de relaxation. Donc, il y a ce côté-là au niveau personnel. Évidemment, à travers, au niveau économique, il y a plusieurs festivals à Ottawa qui rassemblent, qui attirent les gens de l'extérieur. Donc, il y a aussi le Festival des Tulipes, qui, lui, est à sa 70e, c'est la 70e anniversaire et de la tulipe au Canada. Donc, il y a vraiment une occasion unique à travers tout ça de bien planifier nos jardins, d'appuyer aussi un festival qui est important pour notre ville, puis qui est vraiment dans l'ADN, si on veut, de la capitale. Puis à travers le troisième volet, c'est vraiment au niveau sécurité alimentaire. Donc, plusieurs gens, plusieurs communautés ont des jardins communautaires, des jardins comestibles, où dans quelques semaines, ils vont préparer, planter les graines, préparer le jardin justement pour plus tard, durant l'été, on puisse avoir des tomates, des concombres, toutes sortes de légumes qui poussent dans notre belle région. Donc, l'année du jardin a un volet très élargi au niveau local, personnel, économique. Puis, il y a aussi un facteur embellissement. Vous savez, les jardins, c'est une façon un petit peu comme notre chez nous. Là, vous voyez derrière moi mon bureau. J'allais en parler tantôt. On essaie d'embellir notre propre chez-soi, puis il y a une belle occasion à travers les jardins. On parlait de la santé mentale, on parle de l'activité physique, être à genoux pendant quelques heures, jouer dans la terre, il y a un aspect très humain dans tout ça. Puis, évidemment, l'embellissement qui vous savez, il y a beaucoup de gens qui marchent, il y a beaucoup de gens qui regardent, puis évidemment, une communauté, une rue passe aussi par son attrait. Puis l'attrait des jardins est certainement un des beaux facteurs. Puis, je sais que cette année, à travers tout ça, le comité qui nous a fait cette demande-là, donc jardin, l'année du jardin, vraiment avec toutes les activités, là, Ottawa, une ville de jardin, puis particulièrement Michel Gauthier. Ils souhaitent que les gens mettent un accent cette année pour avoir le regard, puis un petit clin d'œil sur l'année du jardin, qu'on plante des fleurs et puis des fleurs, puis qu'on aménage notre jardin avec des fleurs rouges. Donc, cette année, c'est ce qu'on essaie d'attirer comme attention. C'est vraiment d'utiliser la période du printemps, la période du réchauffement, justement pour se préparer à cette belle année du jardin. Puis pour d'autres, ce sera une occasion aussi de faire un jardin pour une première fois. Si vous avez un petit espace vert devant chez vous, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Il y a plein de vidéos en ligne, il y a plein de ressources en ligne. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis ça n'a pas besoin d'être coûteux. Parce que je pense que c'est le message important dans tout ça. C'est oui, on peut aménager des jardins qui peuvent être des centaines de milliers de dollars. Puis la Commission de la capitale nationale, particulièrement aux résidences officielles ou le long du canal, font un travail extraordinaire. Mais pour chez nous, ça peut commencer à être un petit espace où on prépare, on aménage ça, puis on l'entretient. Moi, ce que j'aime, ce ne sont pas les fleurs annuelles, mais ce sont les fleurs qui reviennent année après année, parce que ça peut devenir très coûteux, les annuels, malgré le fait que ça peut être beau pour la saison. Définitivement. Et puis pour les gens qui ont envie de s'associer à un jardin communautaire, surtout dans le coin de chez vous, comment ils doivent faire? Il y a deux façons. L'association communautaire de quartier est une ressource qui peut être très efficace. On a aussi une organisation qui s'appelle Just Food Ottawa, qui, elle, est comme la coordonnatrice. C'est un groupe qui coordonne tous les jardins communautaires, parce que parfois, c'est un jardin communautaire de quartier, comme tu l'as souligné. Par exemple, dans la Basse-Ville, devant le Patro d'Ottawa, il y a un jardin communautaire des Anges qui est situé là. Strathcona Heights, dans la communauté de la Côte-de-Sade, il y en a un chez Logement communautaire.
au parc Richelieu, il y en a un. Donc ça, ce sont des jardins plus communautaires où tout le monde a un espace pour la plantation, mais aussi des fermes. Alors, il y a des fermes qui sont disponibles à travers la Commission de la capitale nationale. Puis ça, c'est vraiment Just Food qui coordonne l'attribution de ces espaces-là. Mais il y a une popularité, il y a une demande, comme vous le savez. Les gens recherchent cette proximité-là à l'environnement, cette capacité de faire pousser notre nourriture de façon locale. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau dans tout ça au niveau de la sécurité alimentaire. Puis ça crée aussi des liens sociaux. Hein. Quand on va aménager notre jardin, on parle aux voisins. Alors, parfois, on peut échanger. Puis, il y a vraiment des périodes de l'année où on peut se retrouver avec trop de tomates, par exemple. Puis là, on le partage avec les gens. Donc, quand on parle jardin, certains auront une particularité au niveau de l'embellissement, au niveau de ce qui est beau. Il y en a d'autres qui auront vraiment une approche plus centrée sur ce qu'on peut manger. Il y a un espace pour tout ce spectrum-là. Puis il y en a d'autres pour qui ils vont engager des paysagistes pour aller aménager leur cours, par exemple. Donc, il y a plein de choses. Tout est bon. C'est une belle année pour notre capitale. Puis, n'oublions pas, à Ottawa, ce qui est unique, c'est qu'on a aussi tous les ambassades qui, elles aussi, font partie de cette belle année. Les ambassades sont fiers d'être dans la capitale. Ils aiment souvent mettre un petite saveur culturelle à leur jardin, à leur aménagement. Puis c'est toujours bien apprécié par nos communautés. Merci beaucoup, M. Fleury, d'avoir pris le temps dans votre horaire assez chargé de nous partager cette belle nouvelle. Et puis, on va inviter les gens à aller visiter le site web de l'année du jardin. Je l'ai ici, mais aussi votre site web pour avoir toujours accès à votre actualité. Bonne journée. Merci, Claude. Bonne journée. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de M. Fleury, ça sera au www.mathieuFleury.ca. Et comme lui et moi, on vient de parler de l'année du jardin, le site web de l'année du jardin, c'est le www.annédujardin.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on continue avec les bonnes nouvelles de la journée. Je vais m'entretenir avec la présidente directrice générale du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, qui vient avec 2 nouveaux programmes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop now. Back where you're so anytime. Tired of deception, no. Wax got time. Montons tous avec aplomb, les raisons se le passer. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec aplomb la vérité à 2 visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montrons tous l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est tout soit en France, c'est ce qu'on apprend. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Nous montons tous, cogite en noir, prends des gants blancs. La perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous montons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face entre ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Tell me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad, girl. It's your world, man. La vérité. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, de bonnes nouvelles pour le système de santé ici dans la région. Et pour en parler, Mme Jacinthe Desaulniers, qui est la présidente directrice générale du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Et pour les gens qui nous prennent en cours ou qui vous ont jamais vu à l'émission, est-ce qu'on pourrait rappeler c'est quoi ce réseau-là? Oui, bonjour et merci de m'accueillir encore à l'émission. Alors, le
le réseau, c'est une organisation communautaire qui travaille à la fois avec la communauté et le système de la santé pour améliorer l'accès à des services de santé en français de qualité, et ça tout le long du continuum, là, de votre médecin de famille jusqu'à une visite possible à l'hôpital, en passant par la santé mentale, tout service de santé que vous pourriez avoir de besoin. Écoutez, vous faites un excellent travail là et je sais pourquoi je le dis, parce que ce dont on va parler déjà pour commencer, c'est le réseau à l'écoute. Je pense qu'il y a une année en arrière, on parlait de ce projet-là qui était en construction, mais en ce moment là, c'est concret là. Ça existe maintenant. Oui, c'est lancé, puis on est vraiment excités. Je rappellerai pour les gens, le réseau à l'écoute, c'est vraiment important pour nous parce que, comme je disais tout à l'heure, on doit conseiller le système de la santé. Puis afin de le conseiller, c'est sûr qu'on s'appuie sur des données probantes, de la recherche, de la littérature, mais aussi très important pour que nos conseils soient les plus pertinents possibles, c'est l'expérience des patients, des clients francophones. Comment vous vivez au quotidien votre santé? C'est quoi les défis? C'est quoi qui se passe bien? C'est particulièrement important parce qu'on est en transformation du système en ce moment. Donc, le réseau à l'écoute, c'est une occasion pour le réseau d'être en dialogue continu avec la communauté, puis de recueillir vos expériences du système de santé. C'est tellement bien dit là, parce qu'on peut s'en plaindre que le système de santé, il ne fonctionne pas bien, il ne répond pas à nos besoins, mais qu'est-ce qu'on fait de notre côté? Et puis, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, OK, je ne sais pas quoi faire, mais avec le réseau et puis ce programme-là, Réseau à l'écoute, là, je pense que c'est ça dont on avait besoin, en fait. Absolument. Puis je veux juste clarifier qu'on ne remplace pas les mécanismes, par exemple, de plainte officielle qui existent sous la loi sur les services en français, par exemple, ou au niveau de l'ombudsman des patients. Mais donc, si jamais on voit qu'il y a matière à ça, on peut même vous aider, vous appuyer pour faire ces cheminements formels-là. Mais c'est vraiment, comme vous le dites, une occasion de partager. Puis j'aimerais aussi dire que c'est pas nécessairement juste vous comme patient, mais si comme parent, vous accompagnez un enfant ou comme enfant, vous accompagnez vos parents plus âgés, un ami, n'importe quel proche de vous, on recueille les expériences pour mieux comprendre, comme je disais, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, partout dans le système de la santé. Puis ça, c'est important parce que quand on revient vers le système puis on donne des conseils, quand on peut dire, ben, on a reçu tant de témoignages, plusieurs témoignages rapportent le même enjeu, bien, ça met beaucoup de poids derrière les conseils. Puis, on sait que le système veut être centré sur les patients. Fait que centré sur les patients, ça veut dire qu'est-ce que les patients vivent, qu'est-ce que les patients veulent. Je suis très d'accord avec vous. Je me rappelle que j'ai parlé avec le PDG de l'hôpital Montfort dernièrement pour SOS Montfort pour la célébration du 25e. Puis il mentionnait ça, que c'est les patients qui sont au cœur des différents services qu'il offre. Et là, je me dis que certaines personnes pourraient avoir peur de se dire, OK, je veux pas que mon nom soit mis en avant, mais il faudrait dire que c'est confidentiel. Absolument. Puis des fois aussi, les gens ont peur parce que le premier mécanisme, s'il se passe quelque chose, ce serait d'aller à l'établissement. Puis les gens ont peur des répercussions, justement, que ça pourrait avoir sur leur service, etc. Donc, au moins, nous, on est une personne, on est moins direct, on n'est pas l'agence directement. On va quand même vous encourager de le faire à l'agence directement, mais oui, c'est absolument confidentiel. Et une des choses qu'on s'engage à faire aussi, c'est un rapport à la communauté pour vous dire, voici les témoignages qu'on a reçus. C'est sûr que ce ne sera pas les témoignages détaillés, là, mais ça va être anonymisé. Voici les enjeux qu'on entend. Puis ce rapport-là, ben, va nous servir à la communauté, pour que la communauté se reconnaisse dans ça, mais ça va aussi nous servir comme mécanisme auprès du système aussi. Et quand vous parlez de communauté, est-ce que vous avez, vous, le réseau, des partenaires communautaires clés pour vous accompagner dedans? Bien, absolument. Bien, premièrement, on a plus de 75 organisations qui sont membres du réseau. Alors, mais ça, il y a des organismes communautaires, il y a des organismes qui offrent des services c'est surtout des organismes qui offrent des services de santé. Okay. Mais oui, on a des partenariats avec
les AXFO, le Conseil sur le vieillissement, les FARFO, donc on est en ce moment à faire plusieurs présentations à ces groupes-là pour que les gens soient au courant de l'initiative puis savoir comment ils peuvent participer. Parce que justement, il y a plusieurs façons de participer parce qu'on veut que ce soit accessible pour les gens. Donc, vous pouvez nous téléphoner. Puis, je ne sais pas si c'est le bon moment, 1-877-528-7565. Vous pouvez nous écrire en passant par notre site web, le www.rssfe.on.ca. Et on est aussi après, là, vous pouvez remplir un formulaire où vous pouvez demander une rencontre personnalisée. On peut vous rappeler, faire ça par téléphone. Puis, on est aussi après organiser des cafés-rencontres. On attend la fin de la pandémie, mais il y aura la possibilité de le faire. Ceux qui veulent plus le faire en personne, puis peut-être en groupe, on va offrir cette option-là aussi. C'est excellent, là. Donc, il n'y a pas d'excuse pour les gens qui se disent « OK, moi, j'ai pas envie d'en parler, là. » Ça peut se faire de manière anonyme, c'est confidentiel. Vous avez tous les moyens, là, pour pouvoir partager votre expérience. On ne demande pas d'aller... ça peut être bon comme mauvais. On ne dit pas juste de dénoncer le mauvais, mais le bon aussi. Absolument. Donc, à date, on a reçu plusieurs témoignages, puis on en a des positifs, et puis on apprécie ça. Puis les fournisseurs apprécient aussi, hein? Ils travaillent fort à recevoir de la rétroaction positive et constructive. Et puis, je pense que c'est une façon pour les gens de pas juste vivre leur expérience, mais participer à la construction d'un meilleur système de santé. Qu'est-ce que je peux faire, moi? La santé, c'est important pour moi en français. Bien, de partager votre expérience d'une façon concrète de contribuer à l'amélioration du système de santé. Écoutez, c'est vraiment bien qu'est-ce que vous avez dit là. Le programme, il est là, il est lancé. Les gens peuvent avoir accès dès maintenant et puis on va les inviter à aller voir le site web. On va prendre une pause, vous et moi, et après la pause, on parle d'une autre bonne nouvelle pour les femmes de la région. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti que tu troques la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu vois que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de faire. Tu nous crashes notre vibe, tu que là tu tailles, retourner dans Waville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De bonnes nouvelles encore et encore pour le système de santé. Et toujours pour en parler avec moi, Mme Jacinthe Desaulniers, qui est PDG du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. En début, tout à l'heure, avant la pause, là, avec vous, on parlait du réseau à l'écoute, un très beau projet. Et cette fois-ci, on va parler d'un deuxième beau projet qui est en rapport avec la toxicomanie qui touche les femmes. Oui, alors une excellente nouvelle. Le Centre Améthyste pour femmes toxicomanes a reçu sa désignation officielle sous la loi des services en français. Alors, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que tout leur programme, fait que le programme de dépendance alcool, toxicomanie, dépendance au jeu et promotion de la santé sont maintenant
offerts en français de façon permanente et garantie. Et c'est une excellente nouvelle, entre autres parce qu'on sait que quand on parle de santé mentale, de toxicomanie, le traitement, le rétablissement passe par la communication. Oui. Donc, c'est vraiment important pour les femmes d'avoir accès à ces services-là dans la langue dans laquelle elles sont le plus à l'aise. Je suis très d'accord avec vous parce qu'on a tendance à le dire, on l'a même vu pendant la pandémie, que quand on est malade, là, on se sent plus à l'aise à parler dans notre langue maternelle. On n'est pas à l'aise à parler dans une autre langue. On ne peut pas vraiment s'exprimer. Bien, surtout, j'aime parfois prendre mon exemple parce que c'est moins menaçant pour les gens, mais professionnellement, je travaille en français, mais je dois travailler beaucoup en anglais parce que je travaille avec le système. Fait que professionnellement, je suis assez bilingue. Mais au niveau personnel, puis quand ça vient à mes sentiments, mes émotions, ma vie se passe majoritairement en français. Puis là, dans une situation de vulnérabilité, en plus, j'ai pas accès à ma deuxième langue, là. Oui, je suis très d'accord avec vous. Et quand on parle de désignation pour ce centre-là, ça signifie quoi? Et puis, combien de temps ça leur a pris pour arriver à ce niveau-là? Oui, il faut vraiment les féliciter parce que c'est un travail de longue haleine, la désignation, ça prend habituellement quelques années parce qu'une agence qui est désignée, elle rencontre tous les critères et Améthyste, donc, rencontrait les 34 critères au moment de déposer la demande. Okay. Donc, ça veut dire qu'on a mis des politiques en place, on a fait le recrutement nécessaire. C'est vraiment un saut de qualité, là. C'est que c'est pas par chance, vous allez vous présenter, vous allez peut-être avoir des services en français. C'est qu'on a vraiment tout mis en place pour s'assurer qu'il y ait une offre de qualité à tout moment, là. Donc, pour le réseau, c'est vraiment important, la désignation. Donc, on félicite Améthyste qui a passé plusieurs années à peaufiner, comme je dis, toute sa structure organisationnelle, ses politiques, et maintenant accueille de façon confiante là, les patientes en français. Alors, comment ça va se passer, ce service-là? Comment les femmes francophones, surtout, auront accès à ça? Mm-hmm. Bien, premièrement, une des choses, c'est l'offre active. Hein? L'offre active, ça veut dire que l'agence va démontrer qu'elle est capable de servir les clientes autant en français qu'en anglais. Donc, les clientes n'auront techniquement même pas à le demander en disant bonjour, en se présentant, ça va être offert. Mais je voudrais souligner, parce que je sais que des fois en toxicomanie, il y a des services privés, mais la beauté avec le centre de femmes Améthyste, c'est que c'est un centre public, alors leurs services sont complètement gratuits. Et si vous voulez y accéder, vous pouvez composer le 613-563-0363. C'est là que je me rends compte que le réseau et toute votre équipe, là, Madame Desaulniers, vous travaillez très fort parce que je pense que le Centre Améthyste, là, fait partie du réseau. Donc, c'est un appui que vous leur avez apporté pour arriver à ce point-là. Absolument. Alors, le réseau soutient en ce moment 59 organisations sur tout notre territoire dans leur processus de désignation. Okay. Puis, comme je dis, pour nous, c'est important parce que quand on a ce saut-là, la désignation officielle, bien là, on est tenu de l'offrir, le service. Hein? Donc, et on travaille aussi parce que le réseau a au total 75 membres corporatifs. Donc, il y a d'autres agences avec lesquelles on travaille aussi sur l'offre active qui ne peuvent pas nécessairement être désignées, mais on travaille avec eux aussi. Fait que oui, notre travail s'étend partout, surtout dans le réseau public, mais je vais revenir, on reçoit les commentaires sur tout. Récemment, on a reçu des commentaires au niveau des pharmacies. On n'a pas juridiction sur ça, mais c'est important qu'on soit au courant de ça parce que la santé des gens, ils la vivent partout, là, à tous les services qu'ils vont chercher. J'imagine. Et quand une désignation comme ça tombe, et je suis sûre que ça vous rend heureux au réseau, mais juste après, là, c'est quoi les prochains objectifs? Est-ce qu'on va pour aller chercher un autre de vos collaborateurs, on va dire, là, pour essayer d'avoir des services en français encore et encore?
Oui, bien, 2 réponses sur ça. La première chose, c'est qu'une fois qu'on a la désignation, le travail ne se termine pas, hein, parce que à chaque 3 ans, il faut faire une attestation de conformité. Il faut démontrer qu'on rencontre encore les critères. Okay. Puis on sait qu'il y a beaucoup de mouvements dans le système de la santé, que ce soit au niveau des ressources humaines. Wow. Donc, on continue cet appui-là tout le temps. Mais oui, vous avez raison. Un des gros travaux que le réseau fait en planification, c'est on regarde tous les services, puis on dit, pour que les francophones aient un accès équitable aux services de santé, qui devrait avoir la désignation? Puis un de nos travaux, c'est d'approcher les agences qu'on pense qu'ils devraient, les faire identifier par le gouvernement. Une fois qu'ils sont identifiés, alors là, ils ont l'obligation de cheminer vers une désignation. Fait que oui, c'est notre travail. Puis comme on disait tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine. Parce que ça peut prendre plusieurs années là, une fois qu'une agence est identifiée. Mais c'est un engagement concret pour la communauté, puis c'est une reconnaissance que être servi dans sa langue, c'est vraiment un facteur de qualité puis de sécurité des soins. Puis les fournisseurs de services de santé, hein, c'est ça leur mission première, c'est de donner des bons services. Oui. Merci beaucoup, Madame Desaulniers. Vous ne venez pas souvent à l'émission, mais lorsque vous venez, là, il y a toujours de bonnes nouvelles et j'espère qu'on se revoit une prochaine fois très vite. Merci beaucoup à vous, c'est un plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, juste après la pause, je vais venir vous redonner les sites web et les différents programmes dont je viens de parler avec Madame Desaulniers. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir que l'ancienne prison de l'Orignal, la plus ancienne prison de l'Ontario, ainsi que Caledonia Springs, la ville fantôme qui était autrefois la plus importante station thermale du Canada. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je parlais avec Madame Desaulniers, qui est la présidente directrice générale du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Elle nous a parlé d'un programme, le réseau à l'écoute, qui vous permet en fait de donner votre opinion sur le service de santé que vous avez offert au www.rssfe.on.ca. Elle nous a aussi parlé d'une bonne nouvelle, la désignation du centre Amétis pour femmes toxicomanes, tout simplement pour dire que ce centre-là va offrir maintenant des services en français. Et parlant de ces services-là, si vous voulez avoir plus de détails, je vous inviterai à nous suivre le 5 avril prochain, donc mardi prochain, parce que nous allons recevoir une représentante du centre Amétis. Et là, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On va se retrouver demain à partir de 11h. Mais avant de vous mentionner qui sera avec nous demain, j'aimerais mentionner que je suis habillée aujourd'hui par Stéphanie Davis Design et son site web, c'est le www.sdavisdesign.ca. Demain, on sera avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire. Vous savez que quand elle vient à l'émission, elle vient nous apporter de la bonne humeur. On va aussi retrouver quelqu'un qui viendra nous parler de la nouvelle identité visuelle de Réseau Ontario. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.